Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Le partage d'images a commencé déjà depuis 30 secondes, j'ajustais les derniers préparatifs. Bienvenue donc au point de marché Wall Street Insider, l'ouverture des places boursières américaines, reprise de la réunion du FOMC, il est 9h18 à New York, bon je vais vous faire le coup à chaque fois, 15h18 ici à Paris, 9h donc c'est le petit matin sur la côte est des États-Unis. Ouverture de la seconde session de réunion du comité qui décide de la politique monétaire de la Fed, 12 membres, 12 présidents des réserves fédérales régionales, alors qu'ils se partagent géographiquement le territoire des États-Unis pour pouvoir reporter bien les chiffres économiques qui concernent donc ces régions-là. Chacun de ces membres a un droit de vote et en l'état, sans majorité, les taux ne seront pas relevés. Alors on sait qu'il y a depuis sur les derniers mois un débat parmi ces membres votants du comité de politique monétaire de la réserve fédérale. Bon, à peu de choses près, ce que moi je vais vous dire cet après-midi a déjà été dit ce matin et sera redit ce soir. Mais la chose c'est que ce soir le live va commencer à 19h45 et que j'aurai pas forcément le temps de tout vous, en tout cas de redéployer mon argumentaire, sachant que ce soir à 20h en temps réel on prendra connaissance de la décision sur les taux, des nouvelles projections macroéconomiques de la Fed et à 20h30 de la conférence de presse. Alors brièvement, ce soir je suis ici sur le site de la Fed. La ligne ici du 17 septembre, j'aurai donc le communiqué de presse et les projections économiques. C'est ce tableau sur lequel nous allons travailler à partir de 20h, alors qu'il sera actualisé, peut-être 20h et 30 secondes ou une minute, peu importe, il sera actualisé. Et donc nous aurons ici les projections du mois de juin. Le mois de juin viendra remplacer le mois de mars. Et ici nous aurons donc les toutes nouvelles projections économiques. Si ces projections économiques s'améliorent, si les projections économiques de la Fed s'améliorent, si elles poursuivent sur leur lancée positive, autant vous dire que les membres du FOMC d'Ovich, ce qu'on appelle les colombes, Janet Yellen en fait partie d'ailleurs, auront énormément de difficultés à argumenter en faveur du maintien d'une politique de taux zéro. Alors, heureusement, j'ai envie de dire pour les colombes, heureusement, les chocs exogènes à l'économie américaine, à savoir notamment les chiffres macroéconomiques en provenance de Chine, sont là pour, c'est un argument assez fort pour eux et suffisamment criant pour bien défendre le maintien des taux directeurs de la Fed. Actuellement, le taux de refinancement qui évolue dans une fourchette comprise entre 0 et 0,25%. Le consensus envisage, mais minoritairement, le relèvement ce soir à 20h de Paris et 14h à New York. Donc en réalité, la réunion du FOMC a repris ce matin, mais elle ne dure que la matinée aux États-Unis. Donc un jour et demi en fait de réunion, puisqu'elle avait commencé hier matin. Alors, ce tableau des projections macroéconomiques de la Fed, je vais le suivre avec vous ce soir en direct. On verra les premières réactions des marchés. La Fed va peut-être relever ses taux ce soir ou pas. Imaginons qu'elle ne les relève pas. Je vais compléter ce que je vous ai proposé depuis hier. Je pense avoir omis un cas de figure. Je vous ai proposé, et je vais vous remettre l'article, mais je pense avoir, ou en tout cas, je vous propose de compléter un des cas de figure. Voici donc l'article que je vous ai proposé hier sur le site. 3 cas de figure. L'absence de hausse de taux et l'absence d'un calendrier de hausse future des taux, c'est l'approche la plus colombe, je dirais, d'Ovich. J'avais parlé d'un cas intermédiaire, hausse des taux, mais calendrier avec un rythme de relèvement très lent, et le cas agressif, hausse des taux, avec l'annonce d'un calendrier de relèvement à un rythme soutenu. Un rythme soutenu, c'est quoi? Cela signifierait que lors des prochaines décisions de politique monétaire de la Fed, le 28 octobre, le 16 décembre, la Fed relèverait à chaque fois de 25 points de base. Ça, c'est agressif. C'est ce que j'appelle le rythme de relèvement soutenu. KA, KB, KC, je pense avoir omis un cas. Alors, pas forcément à part entière, c'est pourquoi je vais le lettrer A'. Voilà, A'. Quel est-il? Ce cas intermédiaire, et c'est peut-être le plus probable au fond, absence de hausse de taux ce soir, mais un discours au quiche. Absence de hausse de taux ce soir parce que le contexte économique récent exogène ne le permet pas. Mais derrière, une conférence de presse qui dit, voilà, si les données économiques poursuivent sur leur lancée, la prochaine fois on monte les taux. Ce cas intermédiaire verrait donc le maintien ce soir d'une politique de taux zéro, mais derrière, pas l'annonce précise d'un calendrier, mais une conférence de presse restrictive.
Donc ce cas intermédiaire peut se produire ce soir. Il serait probablement celui que le marché aurait le plus de difficultés à interpréter. Et donc c'est ce qu'on pourrait appeler d'une certaine façon un cas donc intermédiaire entre ces deux-là, donc le cas A'. Bon, au final ça nous fait 4 cas de figure. Moi ce soir ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais prendre connaissance de la décision sur les taux, ce qui nous permettra de filtrer déjà ces 4 cas, ou ces 3 cas et demi, et ensuite étudier avec vous le tableau des projections économiques de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors le précédent tableau, les précédentes projections économiques remontent au 17 juin dernier. C'est ce tableau-là, donc c'est ce que l'appelle à fait ces matériaux, avec le taux de croissance du produit intérieur brut, le taux de chômage et l'indice des prix mesuré par les dépenses de consommation des ménages. Ça c'est un indice qui est déterminé par le département du commerce aux États-Unis. Donc c'est différent de l'indice des prix à la consommation. En tout cas c'est celui que suit la Fed, qui s'établit au mois d'août pour sa partie sous-jacente, donc le corps, à 1,2%, en retrait des cibles de la Fed pour 2015 et surtout de l'objectif de long terme qui s'établit à 2%. Voilà en tout cas ce qui m'intéressera ce soir et que je vais suivre avec vous avec attention. Alors, que nous disent maintenant les graphiques? Je vais vous montrer un graphique pour les actions de la zone euro, puisque vous avez bien compris que ce qui se joue, c'est la clôture hebdomadaire, donc celle de vendredi, et à partir de la clôture hebdomadaire de vendredi, et Benoît92 me confirme que le son et l'image fonctionnent très bien depuis quelques temps, donc on a récemment changé de système, de casque en gros, quoi. Bon, un graphique que je vous ai préparé avant le live sur l'Eurostoxx 50. Un graphique en données journalières. Voilà, je vois les choses d'une manière, je dirais, simple, easy, sur l'Eurostoxx 50. Des bornes techniques assez limpides. À partir de la clôture de vendredi à la fermeture des marchés actions zone européen, les grandes places boursières de la zone euro, donc Francfort, Paris, Milan, entre autres, Madrid bien sûr, ces 4 grands marchés actions composent à travers leur plus grande capitalisation boursière l'indice Eurostoxx 50. À partir de la clôture de l'Eurostoxx 50 vendredi, je me positionnerai pour la fin d'année. Donc les niveaux ont le mérite d'être limpides. Le range, la neutralité complète, le range de l'année dernière, que le marché a finalement réintégré suite au choc du mois d'août, 3000-3300 points. Un intervalle de neutralité de 10%, qui peut, si la Fed n'est pas suffisamment claire, ça peut être le cas de figure de l'absence de hausse de taux ce soir, donc pas de hausse de taux, mais derrière un discours quand même restrictif, donc le cas A', c'est suffisamment confus pour maintenir les marchés actions en range. L'autre cas de figure, c'est le cas hyper accommodant. Là, je pense que le marché accélérerait. En ce qui me concerne, en cas de clôture weekly au-dessus des 3300 points. Alors 3300 points, ça correspond au précédent sommet l'année 2014. C'est un niveau qui a été débordé, regardez bien, grâce à un grand corps journalier positif, un Marabozu, ici en terminologie japonaise, le 22 janvier dernier. Lorsque l'Eurostoxx 50 a dépassé les 3300 points, c'est le niveau que tout le monde suit en salle de marché. Toutes les grandes banques d'investissement, même ceux qui ne font pas d'analyse technique, mais qui vont se couvrir sur les contrats futurs, 3300 points, ils l'ont tous shorté le 9 septembre. Et c'est le niveau qu'ils suivent avec attention. On l'a passé fortement à la hausse le 22 janvier dernier. Bon, le 22 janvier dernier, une semaine après la Banque nationale suisse, l'annonce par la Banque centrale européenne d'un programme de quantitative easing soutenu, échéance septembre 2016, 60 milliards par mois d'achat de titres de dette souveraine. Bon, c'était du lourd. C'est ce qui avait permis en l'espace de 2 mois à l'Eurostoxx 50 de passer de 3300 points à 3800 points fin avril dernier. Rappelez-vous, le CAC gagnait 25% depuis le 1er janvier. Certes, ça a changé depuis, notamment à cause des chiffres macroéconomiques en provenance de Chine. On a même réintégré, d'ailleurs on est revenu à la case départ. L'Eurostoxx 50, le 24 août dernier, est revenu au point de départ du 15 janvier, la Banque nationale suisse. On a tout effacé. Voilà. Concrètement, le choc du mois d'août a effacé toute la hausse entre l'abandon par la Banque nationale suisse de son PEG et le point haut du mois d'avril, soutenu par le programme d'achat de titres de dette souveraine de la Banque centrale européenne. Donc, je vois les choses comme ça, moi, à partir de la clôture weekly du marché action de la zone euro, à travers donc ici l'indice Eurostoxx 50, c'est le CFD EU STX 50 en données journalières ici.
le range de neutralité, le grand marché baissier qui commencerait si le marché devait briser les 3000 points. C'est à la fois passer sous le point bas du 24 août et sous le range de 2014. Par contre, redéborder 3300 points, comme le marché l'a fait ici le jour de l'annonce par la Banque Centrale Européenne d'un programme de quantitative easing, d'achat de titres de dette publique, c'est ça la dette souveraine, la dette publique, ce serait à nouveau haussier. Et d'ici la fin de l'année, on pourrait remonter. Donc, l'Eurostoxx 50, même si vous ne le suivez pas, je vous invite à y être attentif. Autant que le CAC 40, je vous remonte ici ce graphique en données journalières, ici pour l'indice CAC 40, avec ces deux bornes, 4480 points et 4690 points, ici sur l'indice CAC 40. Alors, ça c'est ce que je pouvais vous dire sur le marché action parisien, zone européen, le DAX c'est la même chose. On va parler maintenant des marchés actions US. Je vais notamment vous montrer ce chart qui juxtapose, on va utiliser le terme précis, qui juxtapose le S&P 500 et le Dow. Donc, le SP 500, le Dow, c'est comme le DAX, à peu de choses près, graphiquement c'est à peu près la même chose. Ces marchés qui n'avaient pas progressé en premier trimestre. Lorsque le marché action européen gagnait 20% fin avril pour l'Eurostoxx 50, 25 pour le CAC, 24 pour le DAX. Le Nasdaq devait gagner 6 ou 7, le Dow et le SP plus 2, plus 3. Bon, forcément, entre-temps, l'euro-dollar avait perdu 25%. Bon, peut-être là aussi un facteur change, forcément. Donc, le SP 500, il est resté flat entre décembre et août. C'était des ranges assez limpides. Sur le SP 500, entre 2040 et 2150. Et sur le Dow, entre 17 500 et 18 360. Sauf qu'avec le choc du mois d'août, les deux grands indices boursiers américains, états-uniens, en sont sortis donc par le bas pour revenir chercher un niveau de support qui correspond au point bas de la mi-octobre 2014, le dernier choc baissier connu. C'était la première quinzaine du mois d'octobre. Et depuis, les marchés se sont repris de manière forte, notamment les indices Nasdaq, donc le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100, qui surperforment de manière générale. Et admettons tout de même que depuis quelques séances, les marchés actions US, anticipant une Fed soit accommodante sur ses taux, derrière un discours qui pourrait le rester aussi, ou éventuellement maintien des taux zéro, mais un discours qui se voudrait restrictif, bon, le marché actions US tend à monter. Et on peut avoir le sentiment, au vu de l'action des prix actuels, même si là il ne se passera rien avant 20h heure de Paris, 14h heure de New York, 9h31 actuellement sur la côte est des États-Unis, envisager l'indice S&P 500 ici se reprendre en direction des 2040. Le SP 500 c'est l'indice de référence des places boursières occidentales. C'est pas anodin d'ailleurs le fait que le marché se soit stabilisé à proximité des 1820 points, à proximité ici du point bas de la mi-octobre, et on a tout de même, si je devais exclure la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale ce soir, à court terme un biais qui est positif. Bon. Maintenant, cela dépendra ce soir bien sûr de la Réserve fédérale. Alors, nous sommes dans une émission Wall Street Insider, donc je vais malgré tout donc vous proposer de revenir sur le Nasdaq. Je vais basculer en intraday dans un second temps sur ces indices boursiers américains, puisque c'est quand même l'objectif de ce point de marché. Laissez-moi vous montrer le Nasdaq 100, beaucoup plus haussier que le SP et le Dow. Le Nasdaq 100 était le seul indice qui m'intéressait pour un achat le 10 septembre. Il y avait une précassure sur l'indicateur technique RSI. Mieux, regardez le Nasdaq 100, il s'est repris sur une ligne de tendance haussière en place depuis l'année 2012, lorsqu'il a effectué un point bas sur 4000 points. Donc il a tenu les 4000 points, le SP 500. Et depuis, il remonte une jambe de hausse, il a retracé 50%. Et depuis le début du mois de septembre, le Nasdaq 100 il est passé de 4100 à 4400. Et bon, pour le moment, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que ce marché réalise simplement un pullback sur cette ligne de tendance qu'il avait cassée le 20 août. Donc là, on se reprend de manière très progressive. J'ai envie de dire, le Nasdaq 100, d'un point de vue chartiste, se payait la semaine dernière. Maintenant, là, il a dépassé ses sommets du 28 août. Donc depuis 2 jours, il monte. Voilà. Alors forcément, avant la Fed, et en partant du principe qu'elle aurait un discours accommodant, de manière générale, sur les marchés actions US, depuis le début de l'année, le seul qui présentait plus ou moins une phase directionnelle, c'était le Nasdaq.
Bon, c'est à nouveau le cas depuis le début du mois de septembre. Parmi les 3 indices boursiers américains que nous suivons ici dans nos colonnes, le Dow, le SP500 et le Nasdaq 100, eh bien c'est l'indice le plus performant. C'est le seul qui a franchi de manière non marginale ses sommets du mois d'août. Alors, il est presque à 4400 points. Ces 4400 points, ça correspond au 2040 du SP500. Le SP500 qui pourrait atteindre les 2040 points avec une réserve fédérale voilà, qui ne renforcerait pas les anticipations de marché en faveur d'un relèvement des taux cette année. Concrètement, c'est comme ça que ça se passe, de toute façon. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire sur le Nasdaq 100, c'est qu'il y avait des raisons techniques pour se positionner la semaine dernière. Il y a maintenant non pas des raisons techniques de sortir parce qu'on a un mouvement haussier et que les résistances sont encore au-dessus. Franchement, techniquement, ça peut se garder jusqu'à 4430. Mais le problème, c'est que là, ce soir, c'est une raison fondamentale qui invite à peut-être ne pas tenir la position longue parce qu'elle pourrait être malmenée. Et imaginons que le Nasdaq 100 continue de monter et progresse jusqu'à 4570. La vol qui suit les annonces de ce soir peut créer des mèches basses qui sortent des positions de trading. D'accord ? Quand bien même, lorsque vous allez regarder le cours de clôture du marché ce soir, vous allez avoir peut-être un beau cours de clôture aussi. Mais si vous passez en chandelier ou en bar charts, ça peut avoir des mèches qui sortent. Donc c'est en raison de cette volatilité réalisée attendue. La volatilité réalisée, c'est la volatilité effective du marché. La volatilité implicite découle d'un prix d'un autre actif. Donc généralement, la volatilité implicite, c'est la volatilité réalisée anticipée. Et ce soir, on ne va rien anticiper, on va la vivre, cette volatilité. Et elle peut mettre à mal des positions de trading. Techniquement, il n'y a pas de raison de couper les achats du Nasdaq 100, mais par rapport à l'incertitude de l'événement ce soir, il y a des raisons de le faire. Alors, ça c'est ce que je pouvais vous dire sur les grands indices boursiers américains. Je le fais maintenant parce que ce soir j'ouvre le live vers 19h45, on met en place les éléments, ça va aller très vite. À 20h on a les premières informations, la Fed, les taux, les projections macro. À 20h30, je vous laisse ce soir d'ailleurs avec Sylvain pour qu'une session avec ses graphiques intraday, hyper intraday même, il va suivre en live la conférence de presse de Janet Yellen. Mais moi je serai avec vous pour décrypter l'information fondamentale de 19h40, de 20h à 20h30 en gros. Alors, que se passe-t-il avec l'once d'or? À nouveau ici un graphique qui juxtapose les chandeliers japonais de l'US Dollar Index de FXM et ici l'once d'or. L'once d'or a reculé depuis le début du mois, depuis la fin du mois d'août. D'abord, il a reculé parce que le dollar américain montait, puis le dollar américain a arrêté de monter et l'once d'or a continué de baisser. Depuis hier, l'once d'or monte, ce sont des rachats de shorts. Pourquoi? Parce que depuis le 24 août, c'était une phase baissière bien linéaire, bien construite sur le plan chartiste. On était sorti par le bas de cette structure d'élargissement. Le marché avait simplement fait un pullback sous les précédents points bas donc de l'année 2014, de l'année 2014, voilà, donc ces niveaux-là. Et là, hier, l'once d'or, il y a eu un mouvement d'achat. Alors, admettons qu'il y a un rôle de la baisse du dollar américain hier, mais je pense qu'il s'agit surtout de rachat de short. D'ailleurs, sur l'once d'or, c'est cette oblique que le marché a brisé hier. Y a-t-il suffisamment d'impulsivité pour pouvoir défendre la sortie par le haut d'un biseau? Donc dans ces cas-là, ce serait une lecture fortement haussière. Franchement, je ne m'enfermerai pas dans une vue de marché en biseau. C'est pas assez impulsif. Et il est possible que le marché ne fasse qu'un pullback ici sous le point de clôture ici, qui s'établit à 1125. Notamment si le dollar US devait monter ce soir, l'once d'or serait sous pression et resterait sous les 1125. Donc ma vue de marché qui a été baissière pendant 3 semaines sur l'or, elle est passée neutre hier. Pour certains, elle a pu passer haussière. J'ai lu ici et là des analyses tout à fait respectables qui défendent la hausse de l'or. Je n'ai pas encore, moi, de mon côté, suffisamment d'éléments. Donc neutre. Et peut-être que des signaux reviendront en faveur de la baisse, mais pour l'instant neutre. Éventuellement, je commencerai à envisager que ce marché puisse redémarrer à la hausse si on accélérait rapidement au-dessus des 1125 $. Et en effet, en cas d'accélération rapide au-dessus des 1125 $, là, à ce moment-là,
je pourrais être amené donc à modifier ma vue de marché. Allez, je quitte les graphiques journaliers, je passe sur l'intraday immédiatement. En même temps, j'en profite pour vous rappeler que sur notre site, vous avez beaucoup de nouveaux articles depuis ce matin. Je vous invite notamment à lire Once d'or, la quotidienne vague d'Elliott, fourchette d'Andrews avec donc Nicolas Lavallée. Nicolas Lavallée, donc expert en vague d'Elliott et en fourchette d'Andrews, vous propose un décompte Elliottiste justement de l'once d'or. C'est une approche. Si ça vous intéresse, voici le lien vers l'article. Et là, vous avez donc tout le décompte Elliottiste de l'once d'or. Je vous rappelle que demain, entre 9 h et 11 h, événement spécial, le match des membres de la communauté d'EliFX. Un duel donc de trading entre Philippe Roux, Benjamin Moget, Pascal Clodon, ici même en salle de trading sur le DAX, avec notamment Philippe Roux, Phil Erix, qui viendra prendre sa revanche. Rappelez-vous, sa dernière intervention, plutôt une séance de trading moyenne, il vient demain refaire ses preuves. Donc, entre 9 h et 11 h. Sur le site, vous avez déjà de la lecture. Je vous invite notamment à lire quelque chose d'intéressant proposé par Benoît Rousseau, day trader DAX depuis 20 ans, sur Futur DAX, DO et CAC, CFD et Futur, l'impact du sommeil chez un trader. Cet article est susceptible de vous intéresser aussi, puisque c'est son quotidien. Et puis donc des articles fondamentaux ou techniques sur l'euro GBP, le WTI, le CAC, le DAX, le NZD-USD, etc., le câble, bref. Je vous invite donc à profiter de ces articles qui sont donc à votre disposition. Le dollar américain en intraday. Alors ce matin, j'ai formulé en arrivant au bureau l'hypothèse d'une divergence haussière qui se traduit par une dérive latérale des prix. C'est donc parce qu'une divergence n'indique que la modification du rythme de marché. Le fait que les variations haussières reprennent en part relative sur les variations baissières, c'est uniquement traduit par un range sur le dollar américain. Donc malheureusement, actuellement, les bougies intraday de l'US dollar index ne donnent aucune information sur ce qui va se passer ce soir. D'ailleurs, le volume s'est complètement asséché sur le marché, sur toutes les places boursières et toutes les classes d'actifs. Et là, actuellement, la séance du jour de l'US dollar index ne donne pas d'infos. Je dirais que la seule chose qui donne de l'info, c'est ce que fait l'US dollar index depuis le 7 septembre, mais il peut être aussi, cette phase de baisse peut être lue comme un retracement de la phase de hausse, ici entre le 24 août et le 4 septembre. Et c'est d'autant plus traître que cette baisse du dollar depuis une semaine, et bien là, on fait un flat maintenant sur 50% de retracement de la précédente hausse. En gros, impossible de trancher. Alors, on ne peut pas savoir. Donc techniquement, ça fait partie là des graphiques que je vais suivre ce soir pour essayer de comprendre la façon dont le marché va lire les éléments que la Fed ce soir va rendre publics. Le DAX, le CAC, d'ici ce soir, il ne va rien se passer. Mais rien. Il y a eu cette semaine une opportunité de trading à proximité de cette ligne de tendance sur le DAX, à proximité d'un support horizontal en place depuis le 7 septembre, éventuellement viser le haut du range, mais le marché s'en est approché à 40 points. Hier, on a fait une étoile filante, et depuis, le DAX, c'est un range. Et probablement un petit triangle horaire d'ailleurs. Éventuellement, mais encore, j'ai franchement pas envie de forcer le trait sur le plan chartiste. Mais éventuellement, cette figure ici intraday sur le DAX illustre bien donc l'attentisme des places boursières en Europe. Voilà, c'est ce que nous avons. Donc, et bien sûr, le marché action sur lequel je vais me concentrer ce soir, c'est le S&P 500, l'indice. Encore l'Eurostoxx 50, vous avez compris que c'était l'indice de référence pour la zone euro. Le S&P 500, il est encore considéré comme l'indice de référence de la finance mondiale. Tant que l'économie américaine occupera la place qu'elle a actuellement, et tant que la Réserve fédérale des États-Unis restera la banque centrale la plus importante, il n'y a pas encore d'univers multipolaire pour les banques centrales. Il y a des banques centrales importantes, mais la Fed reste de manière écrasante la plus importante. Donc le SP500 sera regardé par tout le monde ce soir, au même titre que l'environnement des taux aux États-Unis. S'il y avait 3 actifs à suivre ce soir, éventuellement 3,5, les taux obligataires aux États-Unis, donc le rendement à 10 ans de l'État fédéral américain, l'US dollar index, celui du FXM par exemple, le SP500 et éventuellement l'once d'or. Donc 3,5.
Ce sont les 3 actifs que je vais suivre lorsque les éléments vont être publiés à 20 h. Et après, on fera bien sûr un tour d'horizon. Et puis avec la conférence de presse de 20 h 30, là, on balayera tous les marchés avec donc Sylvain et moi-même. Donc le S&P 500 est dans un range légèrement haussier. Donc il y a eu une jambe haussière entre le 24 août et le 28 août. Depuis, on est dans ce triangle ascendant, certes. Et malheureusement pour nous, le SP500 teste pile poil la partie haute de la figure. Le niveau ici des 1995. Si ce soir on franchit 1995, on remonte à 2040. Mais voilà, le SP500 il ne va pas faire de cassure avant la Fed. C'est à peu près certain. Il ne va pas se mettre comme ça à accélérer comme une balle, si vous me permettez l'expression, avant ce soir la décision de taux donc, de la Réserve fédérale. Voilà, chers auditeurs, comment je voulais préparer avec vous cette session. On jette un œil à l'euro-dollar quand même, et puis je regarde vos questions, et ensuite, eh bien, ça se passe ce soir. Alors, il y a un webinaire à 18 h, mon cher Sylvain, mon cher Yoav. C'est quoi déjà? Alors, Sylvain vous retrouve à 18 h pour une session sur le scalping. Donc voilà, c'est sa méthode en fait, donc éducative. Et ensuite, c'est à partir de 19 h 45. Et Yoav vous retrouve à 17 h 30 pour la clôture de la Bourse de Paris, là aussi. Et l'euro-dollar, je vous ai expliqué qu'hier, il avait donné un signal pour rejoindre les 1,1330. Les 1,1330 que le marché a tenté de franchir vendredi, puis a réintégré 1,1330, hier a reculé depuis 1,1330 pour finalement être soutenu par la ligne de tendance. Ce matin, je vous ai dit qu'on pouvait monter à 1,1330 et point barre. Le marché ne va pas les dépasser avant la Fed. Je reviendrai ce soir sur le graphique weekly de l'euro-dollar que je vous ai montré ce matin, avec l'importance de la clôture hebdomadaire de vendredi, puisque à la clé se joue l'avenir de l'euro-dollar. Soit c'est, en clair, l'euro-dollar, je vous le dis, avant la fin d'année, il va soit à 1,18, soit à 1,07. Donc, 2 cas de figure diamétralement opposés. Ce qui pourrait maintenir l'euro-dollar dans le range que nous connaissons depuis 6 mois, c'est le cas de figure le plus confus pour le marché, pas de hausse de taux, mais derrière une conférence de presse plutôt hawkish, restrictive. Le marché serait complètement perdu, parce qu'au final, on n'aurait pas davantage d'informations. Si la Fed fait ça, au fond, c'est comme si elle bottait en touche. Et si elle botte en touche, eh bien, forcément, on va rester. C'est-à-dire que le marché qui a spéculé sur le 17 septembre, eh bien, il va prendre son calendrier, il va se dire la prochaine réunion de la Fed, c'est le 28 octobre, et tout ce qu'on a fait depuis 2 semaines en ne parlant que du 17 septembre, eh bien, le marché se mettra à parler du 28 octobre. Ainsi se déploie le feuilleton de la Réserve fédérale. L'euro-dollar en bougie japonaise hebdomadaire, vous l'avez sous les yeux. Vous avez donc là, j'ai simplifié, disons, les 2 cas de figure principaux. Ça peut être un cas intermédiaire. Ce que j'observe, c'est que l'euro-dollar, depuis le mois d'avril dernier, se reprend, vous avez sous les yeux donc les bougies japonaises en données hebdomadaires, se reprend ici donc dans ce canal de hausse. Bon, vous comprenez bien que là, il rencontre cette importante ligne de tendance baissière depuis les 1,40. Il est soutenu par ce canal de hausse depuis 6 mois. S'il clôture vendredi à 1,16, moi je vise même un 19. S'il clôture vendredi sous les 1,14, franchement, je pense qu'on retombe à 1,10, voire 1,07. Donc voilà, vendredi soir à la clôture, et peut-être même ce soir à la clôture du FX, au fond. Admettons quand même que la clôture ce soir du Forex sera probablement dans le sens de celle qu'on aura demain soir. Alors, donc, beaucoup de commentaires donc divers et variés, parfois positifs, parfois négatifs. Je poste tous les commentaires. Parfil nous rappelle que nous attendons cet après-midi l'indice de la Réserve fédérale de Philadelphie. Alors, l'indice de la Réserve fédérale de Philadelphie, il n'aura pas d'impact, ou très peu. Dites-vous bien que là, le FOMC, il est en train de rédiger le communiqué de presse. Il a arrêté ses projections macroéconomiques. Donc l'indice de la Fed de Philadelphie aujourd'hui à 16 h, 4 heures avant que la Fed ne rende public ses différents matériaux,
ça ne sera pas intégré. Donc il y aura un impact, à moins vraiment d'avoir un indice Philly Fed très éloigné du consensus, il n'y aura pas de choc de volatilité à 16 heures. Le Philly Fed à 16 heures, cher Parfil, ne vous permettra pas d'anticiper ce qui va se passer ce soir. De rien. Voilà, écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions. Prochain point de marché 17h30, puis 18h et 19h45, je vous retrouve ici. Je vous donne tous les éléments. À 20h, je les traduis, je les décrypte. Et à 20h30, Sylvain pour le suivi en direct de la conférence de presse de Janet Yellen. Et il va illustrer ça avec ses graphiques intraday. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et de votre fidélité. Et à tout à l'heure.